Très heureux de vous présenter cette émission L'invité. Nous sommes honorés de recevoir sur ce plateau un cadre, un intellectuel congolais, une notabilité de la province du Sankourou. Il est membre fondateur du mouvement de libération du Congo, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. Et au sein du MLC, il joue le rôle du vice-représentant du MLC au niveau de Belgique. Et il était également candidat aux législatives provinciales nationales en 2006 et en 2023 à Katakokombe, toujours dans la province du Sankourou. Il est juriste de formation. Il poursuit ses études supérieures en droit public et administratif. Il a un diplôme d'études approfondies en relations internationales et intégration européenne à l'université de Liège. Il s'appelle Jean Katako Shingu Minga, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste. Nous venons de faire une petite présentation de votre personnalité. Dites-nous, en tant qu'intellectuel, vous qui êtes fils du Sankourou, comment se porte la province du Sankourou issue du démembrement? On avait pensé à un certain moment qu'en reprochant les services de l'État auprès de la population, qu'il y aurait changement dans un certain nombre de choses, que les autorités pouvaient voir les réalités et pouvoir trouver des solutions idoines aux problèmes qui se posent. Malheureusement, jusqu'à présent, on a connu la succession des gouverneurs, mais la situation du Sankourou est toujours à l'état où on a trouvé. C'est-à-dire que nous sommes, s'il faut vous dire les choses plus clairement, c'est comme si la situation a reculé. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de route, il n'y a pas de pont. Je viens de là et j'ai pu remarquer en tout cas une situation dramatique qui nécessite l'intervention rapide des services de l'État. Mais quand j'apprends que certaines personnes s'activent pour faire partir le nouveau gouverneur qui venait à peine d'être installé, et maintenant on cherche son éviction, je ne sais pas jusqu'où on va partir avec cette politique de haute toit de l'arbre que je m'y mette. En tout cas, la situation n'a pas évolué. Parlons un tout petit peu de cette province du Sankourou où vous êtes une notabilité assez importante parce que vous y étiez, vous passez peut-être une grande partie de vos vacances de l'autre côté. Vous avez quitté la République démocratique du Congo, peut-être à l'époque du Zaïre, vous êtes revenu, tout ça. Après toutes ces années, il y a eu des démembrements des provinces. Nous avons vu une Sankourou héritée de quelques gouverneurs qui se sont succédés. Mais pourquoi, d'après vous, le développement tant souhaité de Sankourou n'a pas toujours lieu? À l'image de ce que le Congo représente soi-même, le Sankourou a du mal à décoller. Et il y a, comme je viens de le dire, en tout cas, il y a une certaine régression. Parce qu'à l'époque où je suis parti... Donc il y a même régression. Il y a régression parce qu'à l'époque où je suis parti, il y avait des routes. On pouvait quitter, par exemple, la ville de Ludia pour Katakokombe en un jour. Mais actuellement, il est impossible parce qu'il n'y a pas de pont. Quand je suis parti la dernière fois, j'étais obligé, avec l'équipage du véhicule de mon cortège, il a fallu que nous puissions construire des ponts, par exemple sur la rivière Sandi, sur la rivière Lodja, avant d'arriver à Katakokombe. Donc vous comprenez que la situation est, je ne peux pas dire désespérante, mais c'est une situation difficile. Et je ne sais pas si la situation pourra changer, pourra basculer dans le bon sens. Parlons d'abord un tout petit peu en ce qui concerne la gouvernance. Je sais que vous êtes originaire de Katakokombe. Nous allons aborder cet aspect des choses. Mais prenons d'abord les choses dans son ensemble en ce qui concerne la gouvernance de Sankourou du point de vue sécuritaire, du point de vue administratif ou peut-être du point de vue économique. Prenons d'abord l'aspect sécuritaire. Vous qui avez expérimenté la réalité sur terrain à travers votre itinérance, comment avez-vous constaté l'apport sécuritaire au niveau des Sankourou? L'apport sécuritaire, je dirais nul.
Bien au contraire, il y a de l'inquiétude parce que j'ai vu que l'on traitait encore les gens comme au Moyen-Âge. Parce que j'ai des images que je pourrais peut-être vous apporter. Il n'y a pas de souci. Des situations où on ligotait les gens pour 1000 fois rien, pour une situation, pour une question de dette. Et on était en train de cogner quelqu'un, on l'avait ligoté. Et pour une situation, quand on a, par exemple, on n'a pas payé ses taxes, la police se permettait de venir dans une maison, ouvrir la maison et prendre tout ce qu'il y avait dans la maison, sans autorisation, sans se gêner. Et du point de vue économique, je dirais les villageois se débrouillent tant bien que mal, mais il n'y a plus de culture de coton, il n'y a plus de culture de cette province qui était à vocation vraiment agricole. Vocation agricole. Oui, il n'y a plus, on ne travaille plus le coton, on travaille le riz, en tout cas juste pour une quantité, pour la consommation personnelle. Mais on ne vend plus comme à notre époque. Et le café non plus, les haricots, tout ce qu'on connaissait à l'époque qu'on vendait. Donc la culture vivrière. La culture vivrière existe, mais juste pour la consommation. Et d'ailleurs, avant d'arriver à la saison sèche, beaucoup de gens ont de la peine à nouer le 2 bouts du mois. Ça, c'est complètement difficile et du point de vue administratif, les bâtiments, parce que lorsqu'on parle quand même d'une entité qui vient de naître, et je crois que ça fait quelques années qu'on parle de la province du Sankourou, quand même, il faudrait qu'il y ait des bâtiments, par exemple, bâtiments du gouvernorat, bâtiments de l'Assemblée provinciale. Lorsque vous êtes arrivé là-bas, avez-vous trouvé des infrastructures qu'il faut pour que l'administration étatique puisse fonctionner normalement? Je ne voudrais pas mentir parce que je ne suis pas arrivé jusqu'à Lusambo. Le temps ne m'a pas permis. Je n'ai pas été à Lusambo. Néanmoins, j'étais à Lodja et à Katakokom. Oui. Précisément à Katakokom. Tous les bâtiments administratifs que j'ai laissés ne tiennent plus debout. Tout s'est écroulé. Oh là là. Et maintenant, on fait appel à des fils du coin pour amener qui $50, qui $10 et ainsi de suite, afin d'essayer de reconstruire les bâtiments, ne fût-ce que les seuls bâtiments administratifs. Dans les collectivités, j'ai été à la collectivité d'Engandou, collectivité de Ouattambolo Sud, de Ouattambolo Nord. Là non plus, il n'y a plus de bâtiments comme ça existait, où on savait qu'ici c'était la police, on savait ici l'habitation du personnel, on savait ici c'est le tribunal. Tout ça, ça n'existe plus. Alors, c'est quoi le vrai problème en réalité? Le problème, est-ce un problème de gouvernance? Parce que nous avons vu des gouverneurs se succéder à la tête de Sankourou. Est-ce que ces gens-là n'avaient pas apporté des projets réalistes par rapport à la province, ou simplement peut-être qu'il y a eu une mauvaise foi en termes de gouvernance? Il y a une mauvaise foi liée sans doute au fait qu'il y a certaines personnalités politiques qui sont ici à Kinshasa, qui téléguent de l'administration sur place. Si bien qu'il y a certains accords qui ont été établis et qui font que quand ces accords ne tiennent plus debout, mais le gouverneur doit être évincé au profit de quelqu'un d'autre. Parce que les alliances se font et se défont au gré des intérêts. Ce qui fait que le problème est sérieux et je pense qu'il faudra que l'on rassemble ceux qui se disent les propriétaires. Quand je dis les propriétaires, ce sont ceux qui se sont arrogés le droit de pouvoir administrer le Sankourou à distance. Donc, ceux qui y ont occupé des postes de députés, les postes de sénateurs, ce sont ces gens-là qui tiennent l'administration du Sankourou entre leurs mains et ce sont ceux-là qui sont responsables, s'il faut dire les choses clairement. Vous avez évoqué ici l'aspect des évictions à répétition des gouverneurs, tout ça. Pensez-vous que cela est dû soit à la mauvaise gouvernance ou soit simplement à un règlement? On pense que ça ne doit pas être celui-là, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui nous arrange, nous les parlementaires. Mais justement, ils doivent trouver quelqu'un qui les arrange. Le problème, c'est que même entre eux, les parlementaires d'ici, aujourd'hui, les deux s'attendent pour soutenir tel. Demain, quand peut-être le partage de postes n'a pas arrangé quelqu'un, mais il va maintenant sortir de cette alliance pour nouer l'alliance avec quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. C'est ce qui explique cette instabilité constante.
Et d'après vous, quelle est la meilleure solution justement pour régler ces problèmes de gouvernance qui freinent un tout petit peu le développement du Sankuru? Vous savez, la démocratie, c'est une bonne chose, Hmm. pour autant qu'elle soit appliquée. Hmm. Mais pour moi qui ai vécu à l'époque du maréchal Mobutu, je ne pouvais pas faire l'éloge de la dictature, mais je pense qu'il faut qu'on revienne à l'ancien système où on nommait le gouverneur. Et le gouverneur avait devant lui au moins 5 ans, il pouvait établir un plan. Ok. Et cela pourra, j'ose croire, permettre au gouverneur d'avoir un plan qu'il va suivre pendant un certain moment. Mais sans la pression des gens qui prennent le Sankuru comme étant leur bien propre, leur héritage, leur patrimoine. D'après vous, vous pensez qu'il y a des personnes qui prennent Sankuru comme un bien privé, Oui, donc qui ont la décision, la primauté sur certains élus de l'autre côté? effectivement, parce que quand vous allez à Lodja, vous allez trouver l'administrateur. Il appartient à une certaine obédience politique. Quand vous allez à Katakokom, la même chose, et un peu partout, ce sont ceux-là qui désignent le leur. Quand la tête ne leur plaît pas, ou peut-être qu'il n'a pas respecté les contrats signés, quand je dis contrat, c'est-à-dire que bon, voilà, les taxes que tu vas récolter pendant un certain moment, il faudra les verser à mon compte suivant un certain pourcentage. Quand vous ne respectez pas ces contrats, mais vous êtes évincé. Logiquement, entendre votre argumentaire, c'est presque la même réalité dans toutes les provinces finalement. Alors on se pose la question, à quoi a servi la décentralisation? Mais justement, c'est pourquoi quand j'apprends que les gens veulent encore aller un peu plus dans la forme étatique, dans la forme juridique de l'État, moi je me dis déjà, cet exemple devrait nous inciter à revoir notre volonté d'aller un peu plus loin. Donc il faudrait repenser l'administration des territoires. Vous l'avez très bien dit. Vous l'avez très bien dit, il faudra repenser, parce que c'était une expérience que nous avons mise en place, et l'expérience malheureusement n'a pas été concluante. S'il est vrai que ce que nous observons au Sankuru, c'est ce qui se passe aussi dans d'autres provinces. Il y a lieu, j'ose croire, de repenser la forme de l'État. Et à ce niveau-là, par exemple, peut-on au moins accepter la proposition faite par Olivier Kabitatou de passer de la République démocratique du Congo à une République fédérale du Congo? Peut-être que ça peut résoudre tous ces problèmes qu'on rencontre au niveau des entités territoriales décentralisées. Je commence par dire que cet ancien du MLC qui est parti de notre parti a commencé il n'y a pas longtemps quand le président de la République a proposé le changement constitutionnel. Il s'y est opposé. Et il s'est opposé au changement constitutionnel. Mais c'est lui-même qui revient maintenant, après que cette question soit mise au frigo, c'est lui qui revient avec la proposition qu'il faudra peut-être passer de l'État unitaire fortement décentralisé à l'État fédéral. Moi, je pense que il dit une chose et son contraire. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que, étant donné que l'expérience de la décentralisation n'a pas été concluante, pourquoi pouvons-nous aller plus loin? Et la troisième chose, actuellement, le pays traverse un moment d'instabilité et ce n'est pas... Donc, bref, ça ne doit pas être même d'actualité. Ça ne sert à rien de le nier. Déjà, quand nous voyons que le pays va dans un mauvais sens, pourquoi devons-nous continuer avec cette expérience qui n'a pas été concluante? Si tout le monde qui soutient un système fédéral à l'état actuel, je ne dis pas que définitivement il faut fermer la parenthèse, mais je dis qu'au moment actuel, il ne faut même pas y penser parce que nous avons besoin d'être réunis. Nous avons besoin d'un État unitaire. Nous avons besoin vraiment que tout le peuple soit réuni autour du chef de l'État en fait de bouter l'ennemi hors du territoire. Donc, quiconque viendrait avec l'idée fédérale, c'est donner de l'eau au moulin de ceux qui veulent en tout cas balkaniser le pays. Au regard de tout ce que vous avez constaté au niveau des Sankuru, quel doit être, parce que
à la lumière de tout ce qu'on vient d'évoquer, il faudrait repenser l'administration des territoires. Quelle est, d'après vous, la meilleure option ou la meilleure solution justement pour régler ces problèmes des conflits dans les entités, les évictions à répétition de certains gouverneurs qui ne plaisent pas à certains élus provinciaux, et comment faire en sorte qu'il y ait vraiment cette harmonie de gouvernance entre le Parlement provincial, le gouverneur, mais aussi certains administrateurs des territoires? Je l'ai proposé en passant tout à l'heure. Je dis à l'époque du président Mobutu, on a connu moins d'instabilité au niveau de l'exécutif provincial. Donc je ne vois pas pourquoi devons-nous continuer avec un système qui nous amène cette instabilité constante. Raison pour laquelle je pense qu'il y a lieu de revenir à l'ancien système où il fallait nommer un gouverneur qui soit indépendant des appartenances politiques. Parce que si un gouverneur dépend d'un parti politique dont les acteurs tirent les ficelles à partir de Kinshasa, vous savez, demain, ceux qui sont allés en coalition trouvent qu'ils ne peuvent plus, que leur mariage ne peut plus continuer, ils vont divorcer, mais la répercussion se fera sentir jusqu'au niveau provincial. Donc, moi, je pense qu'il faut maintenant que les gouverneurs soient directement nommés. Très bien. Voilà, on va entrer un tout petit peu en profondeur en ce qui concerne la question des Sankoro pour parler des Katakokombe. Oui. Ville qui a vu naître notre héros national Patrice Emery Lumumba, mais aussi la ville où vous avez été candidat en 2006 et en 2023. Vous étiez candidat, les réalités se sont passées telles qu'elles se sont passées. En 2023, il y a eu des élections contestées aussi par l'opposition, mais ces élections nous ont permis de voir la continuité du mandat du président Tshisekedi. Mais parlons spécifiquement de votre entité où vous étiez candidat. Comment avez-vous observé le processus électoral de 2023, surtout au niveau des Katakokombe, le déroulement des scrutins, peut-être par rapport à 2006 où vous étiez encore candidat? En 2006, il faut l'avouer, même si ce n'était pas encore parfait, c'était la première expérience, mais il y a beaucoup plus de sérieux. Il n'y a pas quelqu'un qui pouvait prendre les urnes à son compte. Mais cette fois-ci, non seulement la plupart des gens ont été pris la main dans le sac avec les machines à voter, mais les machines, pour la plupart, quand ils se trouvaient dans la salle, à peine une heure et la machine ne fonctionnait plus ou la batterie était à plat. Autrement dit, c'est que cette batterie a servi pendant un certain moment à autre chose avant de devenir chose. Aussi, on a remarqué que l'obligation qui a été faite après les élections d'afficher les résultats dans le bureau par bureau, cette obligation n'a pas été respectée. Et c'est dans presque tous les bureaux à Katakokombe. Ah bon? Oui. En tout cas, on n'a pas affiché les résultats bureau par bureau. Et la suite, vous l'aurez compris, les résultats a été loin de la volonté populaire. Et c'est comme disait Staline, ce ne sont pas les gens qui votent qui déterminent qui est élu ou qui ne l'est pas, mais ce sont ceux qui comptent le voix. Donc vous pensez que la CENI a été un tout petit peu responsable de ce simulacre qui a eu lieu au niveau de Katakokombe, votre entité? À Katakokombe, je le dis, je persiste et signe, il n'y a pas eu élection. Ce sont des gens qui se sont arrogés le droit de dire, moi comme je suis politiquement fort, je prends Et personnellement, qu'est-ce que vous avez pu faire pour que vous puissiez revenir dans vos droits en ce qui concerne le processus de vote? Mais on a essayé de prendre soit les témoignages, les photos et qu'on sort, on a amené à Kinshasa. Bon, ça n'a pas porté. La même chose a été faite à Lodja, a été constatée à Lodja où on a arrêté les gens. Quand on a commencé à disqualifier certains candidats, nous avons pensé que la situation, que l'entreprise allait continuer à Lodja, à Katakokombe. Mais malheureusement, on a maintenu les fraudeurs. Et ce sont ceux-là qui sont pour la plupart aujourd'hui députés. Comment peut-on espérer de ces gens-là qu'ils puissent changer un système qui puisse nous avancer? Donc, comme qui dirait,
parce qu'ils ont été élus de manière, entre guillemets, frauduleuse, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas attendre quelque chose de mieux de leur part. Non. Vous savez, quand on Et depuis qu'ils sont élus, qu'est-ce qu'ils ont pu faire au niveau des Katakokombe? Mais ce sont les mêmes, que ce soit à Katakokombe, que ce soit à Lodja, allez voir l'état des routes, allez voir presque dans toutes les sphères, les gens se sont constitués en milice. Quand les jours des élections, tel a sa milice, l'autre a sa milice, et c'est pourquoi il y a eu même des chocs entre les candidats qui se disent forts, et on l'a vu. Non seulement ça a continué, ça a commencé à ce niveau-là, même au niveau de Kinshasa. Maintenant, ce sont les gens qui ont l'argent. Donc, les gens parce que non seulement les élections qui ont eu lieu avec la proclamation par la CENI, mais ici on arrive. Ce sont les gens qui avaient des moyens, qui sont partis même à la Cour constitutionnelle, où on a vu certains être débarqués au profit d'autres personnes. Et malheureusement, nous avons encore des efforts à fournir. Très bien. Katakokombe qui n'a pas seulement un problème, qui n'a pas connu simplement des problèmes liés au processus électoral, Katakokombe est buté à un problème de développement. Vous y étiez dernièrement, vous avez vécu la réalité sur place du point de vue infrastructure, du point de vue éducationnel, mais on va regarder un tout petit peu ce qu'a été votre travail, ce que vous avez pu réaliser de l'autre côté. On va revenir pour vous poser certaines questions par rapport aux réalités que vous avez rencontrées sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez pu constater avec l'opinion, avec le peuple, avec vos compatriotes de Katakokombe. Nous allons essayer un peu d'approfondir sur ce que vous avez pu faire comme travail de l'autre côté. On va regarder rapidement cette vidéo qui nous présente les réalisations de Jean Katako Shinguminga au niveau des Katakokombe. On regarde et puis on revient juste après. Ça fait déjà combien de minutes? Pardon? 20 minutes. Hein? Donc, c'est comme 30 minutes au Sali Bissosine. Hein? Ce qu'on a parti, il y a Souka où on va vraiment parler de Katakokombe. D'accord. Une fois c'est bon, vous pouvez s'y go. Hein? Ok. Voilà, nous venons de suivre cette vidéo qui parle de vous, qui nous a démontré ce que vous avez pu faire au niveau des Katakokombe. Comment une entité comme Katakokombe, qui a vu naître notre héros national Patrice Emery Lumumba, peut manquer d'hôpitaux, des centres hospitaliers pour bien prendre la population en charge en cas de problèmes sanitaires? C'est comme je vous le dis, quand vous avez un chef du village qui a des problèmes et qui ne sait pas les poser à un endroit où il faut trouver des solutions, on ne peut s'attendre qu'à ce genre de résultats. Néanmoins, à Katakokombe, il y a actuellement un hôpital. Et Katakokombe, c'est un vaste territoire. Cet hôpital est soutenu pour le moment par les médecins qui viennent de la Belgique, notamment de Gand, en Belgique. Et quand ils partent, bon, il y a certains médecins qui essaient de tenir le coup, mais comme je l'ai dit, l'état des routes est impraticable. Et Katakokombe est vaste. Il y a des gens qui sont à plus de 150 km. 150 km, si c'est ici à Kinshasa où il y a quand même des routes, ce n'est pas difficile. Mais là, la végétation a déjà repris ses droits et même le vélo a du mal à circuler. Il faudrait faire des kilomètres à pied pour aller vers le centre hospitalier. Ce qui fait que beaucoup de malades périssent parce que la plupart des gens se prennent un peu en retard et donc ils périssent chemin faisant et on est obligé de retourner le corps au village pour l'inhumer. Ce que j'ai pu faire pour répondre à votre question, c'est que j'ai vu qu'il y avait quand même tous ces centres médicaux laissés par la colonisation où il n'y a plus de matériel, il n'y a plus rien. Ce que j'ai pu faire, selon mes maigres moyens, c'est que j'ai pu donner des matelas, j'ai pu donner des draps,
j'ai pu donner des tenues vestimentaires au personnel hospitalier parce que ce sont les mêmes habits. Avant, quand je suis arrivé, ce sont les mêmes habits qu'ils portaient à la maison, sur les chemins de leur... ils amènent même les microbes qui peuvent contaminer les malades. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis procuré en leur faveur des tenues, même des gants, et qu'on soit un certain nombre, un minimum. Certains ustensiles pour prendre soin des choses. Et permettre aussi aux malades de dormir dans de bonnes conditions. C'est pourquoi j'ai fourni des matelas, j'ai fourni des draps. Et peut-être prochainement, si les moyens me le permettent, je ferai davantage. Mais jusqu'à ce stade, voilà ce que je fais. Mais quelle a été la réaction de la population après avoir bénéficié de tout ça? La réaction de la population, vous savez, une population qui est totalement démunie, quand quelqu'un arrive comme ça, en tout cas, ils m'ont remercié, mais surtout ils ont remercié mon parti, le MLC. Parce que c'est grâce au MLC que j'ai pu acquérir ce matériel. Mais à côté de ceci, j'ai vu aussi que dans les écoles, les enfants se mettaient par terre. Et ils les étudiaient dans le hangar. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pu construire une école sur fonds propres. Oui, nous avons vu les images. Oui, j'ai pu construire une école et j'ai pu réunir les autorités politico-administratives de Katakokombe. J'ai pu réunir les responsables des écoles, les directeurs, les sous-régents des consoles. J'ai pu réunir tout ce monde et j'ai donné la clé. Je suis allé inaugurer cette école. J'ai donné la clé aux responsables politico-administratifs et lui a donné au gestionnaire, et le gestionnaire a donné au préfet des études. Maintenant, j'irai voir dans je ne sais pas combien de temps pour voir comment se tient, si on respecte les exigences. Donc aujourd'hui, grâce à vous, les élèves ne vont plus étudier à même les sols. Non, non seulement qu'ils ne vont plus étudier à même les sols, mais ils ne vont plus arrêter le cours quand il pleut. Ah, ça c'était un point important. Donc à chaque fois qu'il pleuvait, donc il n'y a plus moyen de continuer les cours. Donc ils étudiaient en paille, sous les pailles. Oui, oui. Ce qui fait que maintenant, ils sont vraiment à l'abri et ils sont très contents. Et certains m'ont dit, dans d'autres villages, dans d'autres cités, on me dit qu'il faut continuer l'expérience. Mais je me dis, ce sont les moyens personnels qui m'ont permis de faire ceci. Admettons que le parti va me soutenir, que le pays pourra nous soutenir. Si j'ai par exemple l'occasion d'hériter d'un poste qui me permette d'avoir plus de moyens, je le mettrai peut-être à la disposition de toute cette population déshéritée, cette population oubliée. Mais pourquoi Jean Katako Chimou ne fait pas comme d'autres politiciens lorsqu'ils arrivent dans une entité territoriale? L'objectif c'est de distribuer des t-shirts, des drapelets, tout ça, et faire une campagne de visibilité et après ça disparaître. Oui, parce que au lieu d'aller peut-être distribuer de sacs de riz, quelques enveloppes de 10 000, 5 000 francs aux gens, vous avez préféré construire une école, donner des lits à un centre hospitalier. Pourquoi n'avez-vous pas fait comme d'autres politiciens, surtout de votre propre entité? La différence, c'est que j'ai passé quelques temps en Belgique. Oui. Et j'ai vu comment les politiciens belges font de la politique. Ils ne viennent pas avec les sacs, ils ne viennent pas avec ceci. Ils voient les problèmes de la population, ils vont peut-être exposer maintenant à l'exécutif national, et c'est l'exécutif fédéral pour le cas de la Belgique. L'exécutif va trouver des solutions, et voilà, c'est ce qu'il amène. Il ne vient pas distribuer des t-shirts, ça vraiment c'est de tromper l'œil, c'est de pouvoir flouer la population. Donc c'est des pratiques erronées. Justement, c'est suranné même. C'est pourquoi moi, je n'ai pas voulu suivre ces habitudes à proscrire. J'ai préféré apporter la solution. Parce que comme on dit, si tu me donnes un poisson aujourd'hui, je vais manger. Exactement. Mais si tu m'apprends à pêcher, je ne mourrai pas de faim. C'est ce que j'ai préféré donner à ces autres, à ces enfants, aux enfants de Sanko, aux enfants de Katakokom, la possibilité d'étudier et de pouvoir par eux-mêmes
trouver des solutions, parce que si aujourd'hui je suis encore seul, demain il y aura peut-être 3-4 Katako et ainsi de suite, l'expérience pourra être étendue et on pourra peut-être aller d'un étage à un autre vers. Vous avez touché deux secteurs assez sensibles, l'éducation et la santé. Pensez-vous que vos actions peuvent encore toucher d'autres secteurs de vie nationale, par exemple les infrastructures, parce que vous-même, vous l'avez dit, vous êtes revenu au niveau des Katakokombe, il n'y avait pas de route. La nature a repris ses droits, il faudrait faire autant de kilomètres à pied, même le vélo ne sait plus circuler. Comment pensez-vous atteindre ou bien réaliser d'autres actions sur d'autres secteurs de vie nationale? Pour l'instant, sincèrement, la volonté est là, mais comment réunir les moyens, c'est ce qui me manque. Je ne sais pas, au niveau de mon parti, je vais exposer le problème. Si on devait me soutenir comme on m'a soutenu peut-être pour payer quelque chose aux hôpitaux, mais je vais jeter les ponts dans les rivières où il n'y a pas, parce que j'ai vu des accidents qui se sont produits. Okay. Ce qui est dans les portions des routes où les motos peuvent encore circuler, on a vu que pour traverser une route à une autre, il faudra transporter la moto sur les épaules. Et les véhicules, moi-même j'ai pris un véhicule en location, mais ma route s'est arrêtée là où je ne pouvais plus passer. Et j'ai continué la suite, soit à pied, soit par des petits moyens. Raison pour laquelle je pense que les routes, c'est le prochain fléau auquel je vais m'attaquer. Très bien. Jean Katako, nous allons un tout petit peu boucler cette étape-là de Katako Kombe en vous posant cette question. Parce que vous êtes un intellectuel, vous êtes universitaire, vous avez des diplômes, vous poursuivez encore vos études, tout ça. Vous êtes juriste de formation. Ce qu'on aimerait savoir, vous, en tant qu'élite, en tant que notable de Sankuru, précisément de Katako Kombe, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez proposer comme architecture ou un plan pour le développement de Katako Kombe? Mais pour le développement de Katako Kombe, le premier, il faut d'abord s'attaquer aux problèmes sécuritaires. Okay. Pour que les villageois puissent vaquer à leurs occupations quotidiennes sans que personne vienne les déranger, sans que les policiers viennent les décourager. Quelqu'un qui va, par exemple, qui va prendre je ne sais pas, une quantité de riz pour aller vendre dans une localité, dans un centre, bon, qu'on puisse les déranger. Donc le problème sécuritaire, que ce soit vis-à-vis de la police ou vis-à-vis peut-être des bandits. Parce qu'il n'y a pas seulement que la police qui dérange les gens, il y a surtout aussi des gens qui arrêtent les gens, les coupeurs des routes, qui volent les motos. Les peu de gens qui ont des motos sont victimes de ces vols de motos. Ça, c'est le problème sécuritaire. Ensuite, le problème des infrastructures. Très bien. Il faudra s'atteler à rétablir les routes telles que nous l'avons connu à l'époque où nous venions de sortir de la colonisation, où on pouvait partir. Moi, à mon époque, je pouvais partir de Katako Kombe, aller étudier à Mbonyama ou encore à Lodja, et en un seul jour, je suis arrivé. Et ce n'est que quand il y a des routes que les commerçants peuvent se permettre de mettre sur pied leurs véhicules pour aller acheter les denrées alimentaires des villageois. Mais quand il n'y a pas de route, les denrées alimentaires peuvent être là, mais on va les vendre à qui? À personne. Bon, après ça, il faut d'abord les installations sanitaires parce qu'il faut soigner la population pour que la population soit à mesure de travailler. Et le problème d'école. Mais sinon, tout est prioritaire, mais je pense que ces aspects, ce sont les aspects auxquels je vais peut-être les problèmes d'agriculture aussi, parce qu'on a abandonné la culture du coton, on a abandonné la culture du café, on a abandonné pas mal de cultures. Donc, à notre époque, je pensais, les gens trouvaient que c'était corvée le fait d'établir des lotissements. Des lotissements. Alors, je pense qu'à l'époque, les gens ne crevaient pas de faim. Les gens n'avaient pas leurs enfants ou leurs frères qui étaient à l'étranger, à qui on pouvait appeler pour dire, nous ici, pour la fête, nous n'avons rien. Nous ici, quelqu'un est malade, on ne sait pas les soigner.
Parce que les gens se suffisaient à eux-mêmes. Exact. Donc, je pense qu'il faut s'attaquer aux problèmes infrastructurels, problèmes agricoles et les problèmes des hôpitaux de santé et consorts. Très bien. Voilà. Je rappelle que vous êtes aussi membre du collège des fondateurs du mouvement de libération du Congo, parti cher à Jean-Pierre Bemba. Et c'est en raison de ça que nous vous posons cette question. Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui, comment vous percevez sa posture politique par rapport aux enjeux? Celui qu'on connaissait hier comme Igwe, candidat président de la République en 2006, avec toute l'influence qu'il avait, pensez-vous que ce Jean-Pierre Bemba reste encore collé à ses principes, à ses valeurs républicaines? Jean-Pierre Bemba restait, comme vous l'avez souligné, collé à une posture républicaine. Et je vais vous le démontrer. C'est vrai, après la révolution qu'il a déclenchée pour protester contre l'évasion rwandaise et surtout la domination de la dictature de Kabila, Jean-Pierre Bemba a accepté volontiers de venir, d'abandonner d'autres prétentions parce que le but n'était pas de faire de la rébellion. Mais la révolution consistait à mettre un frein à cette volonté dictatoriale du président Kabila. Quand il a été question de réunir les forces, Jean-Pierre Bemba a mis toutes ses forces à la disposition du pays. On n'a jamais plus entendu, par exemple, les forces de Jean-Pierre Bemba se lier à un autre mouvement, ainsi de suite, jusqu'à présent. Malgré ces longues années de détention à La Haye, Jean-Pierre Bemba est resté constant. Et quand il était question de se réunir avec les autres pour trouver la solution aux problèmes du pays, Jean-Pierre Bemba instruisait les cadres de son parti à pouvoir apporter leur soutien à de telles initiatives. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba a choisi de soutenir le président de la République et jusqu'à présent, il continue à le soutenir. Et on l'a vu au four et au moulin pour aller recruter les jeunes gens, sensibiliser les jeunes gens en fait de défendre l'intégrité. Avec la campagne Likambuya Mabele. Pour soutenir l'intégrité territoriale. Donc, lui, ce n'est pas tant la fonction présidentielle qui le hante, ce qu'il cherche, c'est la stabilité, avant tout la stabilité du pays, la paix de ses concitoyens. Pour le reste, on verra en fonction de l'évolution des choses si il garde encore, parce que ça, c'est présenté aux élections présidentielles, c'est un choix personnel, donc c'est à lui de pouvoir décider au moment opportun s'il faut ou pas y aller. Mais je pense que c'est l'homme qu'il faut à un certain moment, mais ce n'est pas pour l'instant. Mais vous qui maîtrisez les racines du mouvement de libération du Congo, comment avez-vous fait pour résister à ce vent de débauchage durant la période d'incarcération de Jean-Pierre Bemba à la prison de La Haye? Comment avez-vous fait pour résister au débauchage politique? Vous avez perdu beaucoup de membres. Il y avait certains leaders au sein du MLC qui ont rejoint le camp Kabila pour peut-être des intérêts ou des convictions aux politiques. Comment avez-vous fait pour rester collé à quelqu'un dont les espoirs de la libération n'étaient pas assez rassurés? Mon arrière-grand-père disait, c'est au congrès de l'université que l'on recrute ses meilleurs alliés. Et Jean-Pierre Bemba a connu un moment difficile. 10 ans de vie qu'on lui a arraché comme ça, il a accepté de le perdre sans pour autant baisser la tête. Il a accepté d'affronter toutes les accusations. Il est sorti la tête haute parce qu'il a été blanchi. Et pendant qu'il était là, nous autres, c'était par conviction. Nous sommes venus dans ces partis par conviction. Ce n'était pas par intérêt politique, parce que vous savez que non, au nom du MLC, je peux avoir un poste facilement. Et nous avons accepté un patriote. Nous avons été, pour moi qui ai vécu pendant les 10 ans de sa détention, moi j'ai vécu à l'extérieur, nous allions à La Haye, rendre visite ou aller assister à son procès, parce que nous savions que c'était le leader qu'il nous faut.
C'est le type de leader qu'il faut. Il a été vilipendé comme Lumumba. Il a été accusé de toutes les faussetés du monde et il est sorti, heureusement, de la tête haute. Ce n'est pas comme Lumumba que l'on a ôté la vie. Et je pense que quand vous êtes convaincu de la bonne cause, vous n'avez pas à regarder à gauche ou à droite. Vous vous dites, peu importe la durée de la nuit, il fera un jour, il fera jour, même plus tard. Et nous avons accepté de l'attendre. On ne savait pas, quand les autres jubilaient ici, quand Jean-Pierre Bemba a 30 ans, on a vu les gens de PPRD se vanter, oui, il ne sortira pas, mais nous avons tenu. Parce que quand vous êtes dans les bons chemins, peu importe ce qu'on peut vous faire miroiter comme avantage, vous n'avez pas à regarder, vous n'avez pas à hésiter. Et je pense que par conviction, parce que s'il avait voulu, il aurait cédé comme pas mal d'autres personnes, il aurait facilement cédé. Mais ce n'est pas pour un intérêt personnel. Jean-Pierre Bemba, c'est quelqu'un qui a pris la décision de déclencher cette révolution comme Charles de Gaulle, à l'époque, en France. Il a abandonné tous les avantages. C'était un bourgeois, il avait des moyens qui lui permettaient de vivre à l'abri de tout. Mais il a accepté, en tout cas, de sacrifier tous ses avantages, tout ce qu'il avait comme vie de bourgeois, c'est par conviction. Et quand un homme comme celui-là prend une telle décision, ça ne peut qu'entraîner tous ceux qui, comme lui, voient les choses dans la bonne direction. C'est cette force qui nous a permis d'attendre le nombre d'années qui est de sa détention. Très bien, nous sommes en train de chuter rapidement. Vous, en tant que MLC, quel discours portez-vous face à l'agression rwandaise que subit la RDC dans sa partie orientale? Mais tout ce que nous disons, voilà, le président de la République a montré sa bonne volonté de prendre langue avec différents acteurs de l'instabilité de notre pays, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau, je ne sais pas, international. Ça n'a pas porté fruit. Le Rwanda a préféré nous attaquer. Le MLC soutient le président dans ses initiatives. Et nous, à travers le président de la République, à travers le président national, nous avons donné la chance à la diplomatie. Mais la diplomatie a montré ses limites. C'est pourquoi nous avons pensé à un certain moment qu'il fallait aussi montrer les biceps aux autres. Raisons pour laquelle le président national s'est lancé dans cette campagne de sensibilisation. Mais beaucoup de gens disent que le MLC et Jean-Pierre Bemba n'ont pas de leçons à donner à ceux-là qui ont recouru aux armes parce qu'un ancien rebelle n'a rien à dire à un rebelle. Je voudrais mettre la distinction qu'il y a entre ceux qui parlent de la rébellion et de la rébellion tout court sans pour autant l'expliquer. Ceux qui ont pris des armes actuellement, ils combattent un pouvoir issu des urnes. Ce qui n'est pas le cas de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba a combattu un pouvoir insurrectionnel, un pouvoir qui a été soutenu par le Rwanda pour chasser le pouvoir de Mobutu issu des urnes. Okay. Donc voilà toute la différence. Jean-Pierre Bemba a combattu la dictature de Kabila. Et ceux qui prennent actuellement les armes, ils prennent les armes contre un pouvoir issu des urnes. Voilà toute la différence. À partir du moment où on a accepté que, bon, voilà, nous allons nous mettre autour d'une table pour pouvoir instaurer la démocratie, Jean-Pierre Bemba a déposé les armes, ce qui n'est pas le cas des autres personnes. Et nous l'avons vu avec RCD qui s'est transformé en CNDP, RCD et puis CNDP, et ainsi de suite. Jean-Pierre Bemba, une fois, il a dit, bon, je me fais à tous les recours aux armes, tout ça. Aux armes, il a transformé son parti, en fait, son groupe, à un parti politique. Et nous voici, maintenant, nous discutons, nous avons
supporter tous les traitements possibles, y compris sa longue détention. Dernière question de cet entretien, est-ce que le MLC est dépendant du destin de Jean-Pierre Bemba? Ou peut-être aux allures de ces partis politiques, lorsque le leader n'est plus, le parti meurt? Ou peut-être le MLC a déjà une vision à long terme, même au-delà de Jean-Pierre Bemba? Voilà, Jean-Pierre Bemba, contrairement à certains autres partis, vous verrez dans certains autres partis, soit il est qui, soit, je ne sais pas, il est le chef. C'est lui qui est le secrétaire de la même tribu que lui, c'est lui qui est le secrétaire permanent, le secrétaire national, tout ça, même le président de la Ligue des jeunes, tout ça. Vous avez tout dit. Ce qui n'est pas le cas de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, il est le président national, le secrétaire général, qui était pendant longtemps Madame Eve Bazaïba, n'est pas de sa région. On a vu d'autres secrétaires généraux, à commencer par l'honorable Fidel Babala, que je salue en passant. Il n'est pas de chez lui. Donc il n'y a pas de tribalisme au sein du MLC. Moi-même qui te parle, je suis du Sankourou, mais je suis l'un des membres fondateurs. Donc le tribalisme n'existe pas. Maintenant, pour revenir à votre question, ce n'est pas le problème de Jean-Pierre Bemba. Si nous autres, nous sommes incapables, à supposer même que Jean-Pierre Bemba soit atteint, soit il n'est pas dans la limite d'âge, soit je ne sais pas pour quelle raison, s'il ne pourra plus tenir le MLC entre ses mains, c'est à nous maintenant de relever le défi. Et on l'a montré pendant sa longue détention, le MLC a fonctionné, même en son absence. Oui, c'était justement la question parce que pendant ces 10 ans d'incarcération, vous avez patienté. Maintenant, on se pose la question, si demain encore Bemba n'a plus la possibilité ou la force de tenir encore le MLC, est-ce que le MLC va survivre? Mais c'est pourquoi je dis, il nous appartiendra à nous, parce que les 10 ans qu'il a passé à la haie, même si de temps à autre on allait prendre des orientations de sa part, nous avons le parti a tenu. J'aimerais voir d'autres partis politiques que le MLC tenir longtemps, même 5 ans après la disparition ou bien après la détention de leur leader, et on en dira. Mais je pense que la responsabilité nous incombe à nous autres membres fondateurs, tout comme de la jeune génération qui monte, de pouvoir faire revivre le MLC. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je suis parti au Sankourou, pour redynamiser le parti, parce qu'il fallait recruter d'autres membres. Et c'est ce que les différents acteurs du parti font. Je ne vais pas citer les noms, que ce soit au niveau de Kinshasa avec M. Guérengo, que ce soit dans d'autres régions. Mais les gens s'attellent à recruter de nouveaux membres. Et le parti se porte actuellement bien par rapport à ce qu'il a été il y a quelques années. Vous allez nous dire aujourd'hui que Katako Kombe est acquis à la cause du MLC. Katako Kombe est acquis à la cause du... C'est vraiment une bastion du MLC. C'est le bastion du MLC. L'Odja également, Collet, Lomela. J'attends de m'y rendre avant de conclure à Lubefu avec Lambert Okito et consorts. Mais avant de conclure, j'aimerais quand même faire un clin d'œil à mes amis de la diaspora, notamment la diaspora de la Belgique, diaspora de la Hollande, de France, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Afrique du Sud, des États-Unis, du Canada, parce que tous ces mondes-là, j'ai raconté tous ces mondes-là pendant la longue et injuste détention de notre leader à la haie. C'est là que nous sommes connus. Ces gens sont partis de très loin à leurs frais pour soutenir notre dirigeant. Mes amis, je vous dis, je ne vous oublie pas. Je vous fais un petit coucou et j'espère que quand le temps le permettra, quand l'occasion le permettra, on fera en sorte que vous veniez aussi participer à la reconstruction de notre pays. Très bien, merci beaucoup.
Jean Katako Singuminga d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci, vous étiez assez nombreux pour suivre cette émission. L'invité, celui que nous avons reçu aujourd'hui, nous a confirmé que désormais Katako Kombe est le bastion du mouvement de libération du Congo, parti cher à Jean-Pierre Bemba. Il était notre invité de ce jour, il s'appelle Jean Katako Minga Shingu, il est membre du collège des fondateurs du mouvement de libération du Congo, il est vice-représentant du MLC au niveau de la diaspora congolaise en Belgique. Également, il était candidat aux législatives nationales provinciales en 2006 et en 2023 à Katako Kombe. Il est juriste de formation et il a poursuivi ses études en droit public et administratif. Il a même un diplôme d'études approfondies en relations internationales et intégration européenne à l'Université de Liège. Il nous a fait honneur d'être reçu sur ce plateau, de l'inviter. Merci encore Jean Katako Minga Shingu. On espère que nous allons vous recevoir très prochainement. J'espère bien, et peut-être prochainement. Merci beaucoup. Merci. Prenez bien soin de vous et que Dieu vous bénisse. La RDC restera un et indivisible. Merci.